Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons donc voir comment déterminer le coefficient de réflexion en bout de ligne de transmission à l'aide de la représentation temporelle d'un signal qui est le signal donc, qui est au début de la ligne de transmission, que j'appelle ici U0 de t. J'en profite d'ailleurs pour pouvoir vous présenter rapidement la situation. Donc ici, on a un générateur d'impulsion réelle qui va du coup générer une impulsion. Ensuite, cette impulsion va se propager le long de la ligne de transmission et en fonction de ce qu'on a en bout de ligne, justement, va avoir, vous allez voir, des impulsions réfléchies ou non. Ce que j'appelle l'impédance caractéristique de la ligne, c'est ZC ici. L'impédance en bout de ligne, ça sera ZU. Et du coup, il faut bien comprendre que du coup, on est dans le cadre où l'ARQS n'est pas vérifié, c'est-à-dire qu'à un instant T, la tension qui est en ce point-là n'est pas la même qu'en ce point-là ou qu'en ce point-là de la ligne, hein. Et justement, on va faire un petit calcul déjà. Je vous propose des valeurs que j'ai choisies au hasard. On va imaginer que la ligne de transmission du signal, ici, elle fait 100 km, de là à là, donc on a 100 km, et que la célérité est de 2,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc on va calculer la durée de propagation pour que l'impulsion qui est en x égale 0 arrive en bout de ligne, ici en x égale L. Donc ça, c'est un petit calcul hein, très simple. Donc ça fait L sur V, donc 100 km que je mets en mètres, sur 2 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et on trouve du coup, en respectant les chiffres significatifs, 0,50 millisecondes ici. Donc il faut 0,50 millisecondes à une impulsion pour passer de x égale 0 à x égale L ici. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, dans cette vidéo, faire varier ici ZU, c'est-à-dire qu'on va imaginer que ZU vaut 0 ohm ou plus l'infini ou vaut l'impédance caractéristique de la ligne. Donc on va se retrouver dans les trois cas de la précédente vidéo. On commence avec la ligne en court-circuit. Donc pour bien comprendre, la ligne en court-circuit, ça sous-entend que ici, nous avons un fil. Voilà ce que donne ici le signal qu'on obtient en début de ligne, ici, donc U0 de t. Et ici, en dessous, vous avez le signal, donc la représentation temporelle du signal, en fin de ligne, donc en bout de ligne. Donc déjà, on va se focaliser sur le signal en début de ligne. Donc qu'est-ce qu'on observe dans cette tension en début de ligne? Eh bien, tout d'abord, on observe l'impulsion émise ici, qui est une impulsion à 2,5 volts, qui dure un très court instant. Puis ensuite, la tension redevient nulle et elle redevient nulle, enfin pardon, elle reste nulle jusqu'à 1 milliseconde. Et à 1 milliseconde, on observe une impulsion qui est à moins 2,5 volts, c'est-à-dire qui a la même hauteur mais un signe opposé. Et on constate aussi que c'est au bout d'une milliseconde, soit le double en fait de la durée de propagation de l'impulsion le long de la ligne. C'est-à-dire qu'en fait, on a émis cette impulsion, au bout de 0,5 millisecondes, l'impulsion est arrivée à l'autre bout de la ligne, donc en x égale L, et ensuite on constate qu'il a fallu attendre cette même durée pour réobtenir une impulsion en début de ligne. Donc ça sous-entend que cette impulsion, en fait, c'est une impulsion réfléchie. Ce qui va nous permettre, en fait, du coup, de pouvoir calculer le coefficient de réflexion. J'y viens dans 2 minutes. Juste une petite chose, cette durée qui dure donc 1 milliseconde, hein, je l'appelle delta t', et en fait c'est le double de la durée de propagation pour que l'onde parcourt la ligne de transmission. Ici, donc c'est la durée d'un aller-retour en fait. Donc ce coefficient de réflexion, comment on va le calculer? Grâce à la représentation temporelle du signal en début de ligne, et bien tout simplement, vous allez prendre la hauteur ici, hein, ce que j'appelle E, c'est la hauteur de l'impulsion réfléchie, donc ici c'est 2,5 volts, la hauteur de l'onde incidente, donc c'est-à-dire l'impulsion émise, aussi 2,5 volts, donc ça va faire 2,5 sur 2,5 et ça nous donne 1,0. Par contre, après, il faudra penser à quelque chose, c'est que ici, l'impulsion est positive alors qu'ici l'impulsion est négative. Donc les deux impulsions sont de signes opposés. Donc en fait, graphiquement, ρ de L, c'est-à-dire le coefficient de réflexion, ici on déterminait que la valeur absolue du coefficient de réflexion avec cette méthode. Donc si on vous demande la valeur exacte de ρ de L, il va falloir enlever les valeurs absolues, donc s'intéresser aux signes. Et donc vu que c'est des signes opposés, ça veut dire que le coefficient de réflexion il est forcément négatif, donc on est à -1. Et on retrouve bien l'hypothèse du court-circuit. Je vous rappelle, hein, ce que vous devez avoir en tête, ça c'est lié à la précédente vidéo. Du coup, si on est en court-circuit, eh bien ρ de L vaut bien -1. Donc vous voyez qu'on retrouve cette valeur-là, en fait, grâce à la représentation temporelle du signal en début de ligne. Ensuite, du coup, on s'intéresse au signal du coup en bout de ligne. Donc normalement, en bout de ligne, si on réfléchit, vu qu'on envoie une impulsion émise à t égale 0 en début de ligne, et ben en bout de ligne, on devra avoir une impulsion qui arrive à t égale 0,5 millisecondes. Là, on devra avoir un pic. Pourquoi on n'observe aucun pic ici, aucune impulsion? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, au moment où on reçoit cette impulsion, où l'impulsion est reçue, elle est aussi réfléchie. Et l'impulsion reçue vaut
plus 2,5, mais l'impulsion réfléchie, elle vaut moins 2,5. Et donc si on fait la somme des deux, 2,5 et moins 2,5, eh bien ça donne une tension nulle. C'est pour ça qu'on n'observe aucun pic ici. Ce qui pose problème, parce qu'en fait, ça veut dire qu'en bout de ligne, en fait, le signal n'est pas transmis. Donc en fait, l'impulsion, le signal qu'on émet, est tout simplement uniquement réfléchi ici. On le reçoit en début de ligne au bout d'un temps qui est égal à 2 fois la durée de propagation du signal, et on ne reçoit rien en bout de ligne. Ce qui est quand même un problème, il n'y a donc aucun signal transmis en bout de ligne. Donc si on peut éviter, on va éviter justement d'avoir des lignes en court-circuit. Ensuite, on va voir un autre cas, la ligne en circuit ouvert. Donc cette ligne en circuit ouvert, voilà ce qu'on trouve quand on va obtenir la représentation temporelle du signal en début de ligne et du signal en bout de ligne. Donc comme dans le précédent cas, on va d'abord se focaliser sur le signal en début de ligne. Donc ici, on a l'impulsion toujours de 2,5 volts qui est l'impulsion émise. Donc elle est toujours là, notre impulsion hein, émise. Donc une fois que l'impulsion a été émise, la tension redevient nulle en début de ligne et il faut attendre à nouveau la durée delta t', c'est-à-dire 1 milliseconde, soit 2 fois la durée pour parcourir l'allée, donc la durée d'un aller-retour, pour obtenir un pic, cette fois-ci une impulsion qui est du coup une impulsion qui a le même signe donc, que l'impulsion émise et qui est aussi à 2,5. Donc c'est à nouveau l'impulsion ici réfléchie, qu'on reçoit donc du coup en début de ligne. Et si on recalcule du coup notre coefficient de réflexion ici, on peut le faire rapidement, ça fait 2,5 sur 2,5, on va obtenir à nouveau 1,0, sauf qu'ici les deux impulsions ont la même hauteur et le même signe, donc du coup on va pouvoir dire que ρ, c'est tout simplement 1, le coefficient de réflexion en bout de ligne. Maintenant, du coup, on retrouve bien pardon, l'hypothèse du circuit ouvert, hein, qui était, je vous rappelle, en circuit ouvert, ici, ce qu'on a trouvé dans la précédente vidéo, ρ de L, il vaut bien plus 1. Maintenant, du coup, si on s'intéresse maintenant au signal en bout de ligne. Tout à l'heure, hein, quand le circuit était fermé, on avait une tension qui était tout le temps nulle. Ici, regardez, à l'instant t égale 0,5 millisecondes, donc en fait, là, on est pas mal, hein, c'est bien, on a émis à t égale 0 l'impulsion, et on la reçoit 0,5 millisecondes après en bout de ligne, ce qui correspond bien à notre calcul de tout à l'heure. Eh bien, cette impulsion, elle a une hauteur de 5 volts, soit le double de l'impulsion émise. Donc, vous envoyez un signal à 2,5 volts et vous en recevez un 5 volts, ce qui va peut-être poser problème, mais pourquoi c'est le double? Tout simplement parce qu'au moment, comme tout à l'heure, où on recevait l'impulsion émise, on crée aussi l'impulsion réfléchie, et les deux se superposent. Et comme les deux sont de même signe et ont la même valeur, eh bien, tout simplement, ça fait 2,5 plus 2,5, et du coup, on obtient 5 volts ici. Alors, du coup, ni la ligne en circuit ouvert, ni la ligne en circuit fermé ne va être intéressante ici pour pouvoir transmettre un signal. Parce que la ligne en circuit ouvert, en fait, on va déjà avoir un signal qui va être réfléchi, donc qui va être renvoyé vers le générateur de signal, ce qui est déjà pas très bon pour le générateur de signal, et aussi on va avoir une amplitude double, enfin une hauteur double ici du signal reçu. Donc, on va arriver au troisième cas, qui va être le cas le plus intéressant quand on veut transmettre un signal, le cas de la ligne adaptée, où justement l'impédance en bout de ligne est égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Et voilà ce que donne justement le signal en début de ligne pardon, et le signal en bout de ligne ici. Donc la représentation temporelle du signal en début de ligne, on a l'impulsion émise, donc qui est toujours celle qui est ici, à 2,5 volts. Et est-ce que sur ce signal en début de ligne, on obtient quelque chose de particulier après? Eh bien non, en fait la tension est toujours nulle. Donc on a émis notre signal et après on n'a plus rien en début de ligne. Et en bout de ligne, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, au bout de 0,5 millisecondes, donc la durée de propagation du signal le long de la ligne, on observe une impulsion qui est cette fois-ci l'impulsion reçue en bout de ligne. Et donc là, on a un décalage dans le temps du coup des deux impulsions de delta t qui correspond à la durée de propagation. Et si on veut appliquer, si pardon, on veut calculer le coefficient de réflexion ici, et bien toujours même chose, on regarde donc la hauteur de l'impulsion émise, donc ici c'est 2,5 volts, la hauteur de l'impulsion réfléchie, eh bien, elle n'existe pas, donc elle vaut 0 en fait. Donc ça fait 0 sur 2,5, et donc ça fait un coefficient de réflexion en valeur absolue qui est nul, donc forcément qui est aussi en valeur non absolue est nul. Donc du coup, on retrouve la même situation que ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. En cas de ligne adaptée, on a le coefficient de réflexion ρ qui vaut 0. Maintenant, du coup, on va du coup conclure sur la ligne adaptée. Eh bien, on se rend compte que c'est le cas idéal, c'est-à-dire quand l'impédance de la ligne ZC est égale, l'impédance caractéristique de la ligne ZC est égale à l'impédance qui est en bout de ligne, eh bien on a une transmission parfaite, j'ai envie de dire, de l'impulsion émise entre le début de la ligne et le bout de la ligne. Donc ici, hein,
ce qui est écrit ici, c'est la situation idéale pour la transmission des signaux. On remarquera juste que les trois cas que je viens d'étudier, en fait, sont des cas théoriques, car on n'aura jamais ZU qui sera parfaitement égal à ZC, ou même chose que ZU soit parfaitement nul, ou ZU qui vaut plus l'infini. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais aux cas qui sont des cas théoriques de la ligne ouverte, de la ligne en court-circuit, ou de la ligne parfaitement adaptée. On va toujours être entre ces trois cas-là. Et justement, je vous propose justement deux petits exercices pour essayer de voir si vous avez compris le principe de lecture du signal en début de ligne pour pouvoir déterminer ce coefficient de réflexion. Donc la première situation que je vous propose, c'est celle-là. Donc on vous donne ici que le signal en début de ligne, avec l'impulsion émise qui est ici de 5 volts, hein, on la voit ici. Et cette impulsion émise, du coup, on constate que, eh bien, au bout d'un certain temps, on retrouve une impulsion ici qui est à 0,9 microsecondes. Ça sous-entend ici que entre ce pic-là et ce pic-là, c'est la durée d'un aller-retour. Donc ça, c'est l'impulsion réfléchie. Et la durée d'un aller, du coup, bah, c'est 0,9 microsecondes divisé par 2, donc 0,45 microsecondes. Bref. Et du coup, on vous demande de calculer le coefficient de réflexion ici. Et bien, tout simplement, le coefficient de réflexion, il va falloir faire comme tout à l'heure. Donc, on prend la hauteur pardon, de l'impulsion réfléchie. Donc ici, si je ne me trompe pas, c'est 2,5 volts. Ensuite, on prend la hauteur de l'impulsion incidente 5 volts. Et on fait du coup 2,5 sur 5 et on trouve 0, même on peut rajouter 0,50 ici comme coefficient de réflexion. Et comme les deux impulsions sont de même signe, eh ben on va pouvoir en déduire que ρ de L, donc le coefficient de réflexion en bout de ligne, c'est 0,50 plus 0,50 si vous voulez. Et on peut même aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut savoir en fait à quelle distance ici, en fait, quand je dis le bout de ligne, en fait, L, c'est pas forcément le bout de ligne, ça peut être en fait la distance à laquelle il y a un défaut sur la ligne. Donc du coup, on va pouvoir calculer la distance justement à laquelle est ce défaut. On va faire ça comment? Eh bien, tout simplement, on va faire la célérité de l'onde fois delta t', donc ici la durée c'est 0,9 microsecondes, divisé par 2. Et on saura justement à quelle distance est ce défaut. Et en plus, on peut même savoir quelle est la nature du défaut. Vu que le coefficient de réflexion, il est positif ici, eh bien, en fait, on se situe plutôt, si vous regardez, vu que le coefficient de réflexion est positif, plutôt dans le cas d'un circuit ouvert. Donc, ce serait plutôt un défaut de circuit ouvert sur la ligne qu'un court-circuit. Maintenant, je vous propose un autre exemple où je vous donne toujours donc le signal en début de ligne avec l'impulsion ici qui est émise. Ici s'écoule deux fois la durée pour faire donc un aller, donc la durée d'un aller-retour en fait, et on obtient une impulsion réfléchie ici qui a pour hauteur ici 2 volts, mais qui a un signe opposé. Donc si on fait le calcul, donc ça fait 2 sur 5, donc ça fait toujours 0,40. Et comme les deux impulsions ont des signes opposés ici, hein, eh bien on va trouver du coup moins 0,40 comme coefficient de réflexion. Sachant que le défaut sur la ligne, en fait, se situe à une distance grand L, et du coup, cette distance grand L, on pourrait très bien la calculer si on connaissait la célérité de l'onde, comme tout à l'heure, hein, en faisant ce petit calcul, en n'oubliant pas que ici, en fait, c'est la durée pour faire l'aller-retour. Hein. Et du coup, on peut aussi se poser la question du coup de la nature du défaut ici. Vu que le coefficient de réflexion est plutôt négatif, eh bien, en fait, on va être dans le cas plutôt du court-circuit. Donc ici, le défaut présent sur la ligne à une distance L est plutôt proche d'un court-circuit que d'un circuit ouvert. Voilà, du coup, pour cette petite vidéo autour de la réponse impulsionnelle sur les lignes de transmission.